Bubandida wa mai marikango. We nasara ondo mai marikango. Mai marikango bakare marikango. Mai marikango mai marikango. We bonina ibarka da sallah. We bonina ibarka da sallah. Parc national, Barka Tasala. Bubandida, c'est le nom d'un célèbre sultan, mais c'est aussi et surtout le nom de ce parc national créé dans les années 60 au nord du Cameroun. Bubandida est un paradis de 220 000 hectares pour de nombreuses espèces d'antilopes, de primates, de félins et d'éléphants. Ici se concentre la plus grande population d'éléphants d'Afrique centrale. Voilà 15 ans que Paul Bourg s'est installé en Afrique, réalisant ainsi son rêve d'enfant, vivre au cœur de la brousse. Aujourd'hui, c'est un lion qu'il souhaite observer, avec ses propres astuces. L'imitation du lion avec ce drôle de cornet est une technique de chasse qui permet de l'appeler. Une méthode pas toujours efficace car en journée, les fauves sont discrets. Le lion, il aime bien se réfugier à l'ombre près d'un point d'eau. Il chasse le minimum pour survivre. Il est là, couché, caché auprès d'un point d'eau. Et les points d'eau, il y en a partout. Donc on n'a pas, comme dans certains parcs, 3 ou 4 points d'eau uniquement où tous les animaux vont se concentrer. Les animaux sont très dispersés, on les voit partout. Quand il n'est pas à la recherche des lions pour en surveiller la population, Paul participe à la gestion du parc en collaboration avec le ministère de la Faune. Il assure ainsi la surveillance, aménage et entretient les pistes de vision, un travail indispensable pour assurer le développement touristique du parc. Mais Paul n'est qu'un maillon de la chaîne. Pour assurer la sauvegarde de Bubandida, il faut que les villages alentours se sentent concernés. Le parc a donc embauché des hommes localement. C'est le cas d'Alexandre Vaillia Ngertu. Il est employé au parc depuis 4 ans. Peut-être, oui. Essaye. Aujourd'hui, Alexandre se rend à Sinassi, son village natal, situé à 2 heures de piste du campement. Il va livrer des bureaux à l'école et va en profiter pour faire découvrir aux enfants les animaux du parc et leur environnement. Cette opération fait partie des grandes missions de sensibilisation organisées dans tous les villages qui bordent Bubandida. Alors, en définition, je vais vous dire, qu'est-ce qu'un parc national? Qui peut me dire? Oui, mon ami. Un parc national est une zone réservée pour la protection de la faune sauvage. Très bien, c'est ça. Applaudissez pour lui. Pour qu'il n'y ait pas la disparition des animaux. Ça, c'est vraiment la réponse est très bien. Ici, chez nous, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Si on crée un parc, c'est pour les conserver. Les peu qui sont là vont survivre. Donc ça, c'est le réservoir, c'est le grenier des animaux sauvages. C'est quoi ça? Comme tous ses écoliers, Alexandre est un enfant de la brousse.
Il a lui aussi étudié dans cette classe. Mais il a surtout compris qu'il fallait venir au secours de la nature et l'expliquer à ses petits frères, dont la plupart ne connaissent pas le nom des animaux qui peuplent la savane. Alexandre essaie de leur faire comprendre les enjeux de la conservation pour qu'ils grandissent en ayant le respect de la nature. Voilà. Comment il brille? Qui va me donner son nom? Comment on l'appelle? Très bien, c'est elle. Applaudissez pour elle. Sans paniquer, elle a dit, ça c'est le bival, c'est bien. On me prend pour un fou de la brousse parce que je vois le désordre, ça me touche, ça me fait mal au cœur. Et tout de suite, je veux faire comprendre à ceux qui ne veulent pas comprendre là qu'il ne faut pas faire ça et qu'il faut faire ça. Un peu au-dessus de l'équateur, le Cameroun s'étend entre le golfe de Guinée sur l'océan Atlantique et le Tchad. Le parc national de Boubanjida appartient à la province du Nord, près de la ville de Garoua. Sa position entre les zones climatiques du Sahel et celles du Soudan est la clé de sa biodiversité. Au Cameroun, le rôle des autorités traditionnelles représentées par les Dogari est encore très important. Si Paul Bourg parvient à les convaincre que Boubanjida représente une véritable richesse, ce message sera transmis et accepté par le reste de la communauté. Souvent, on entend dire « Dieu a donné ». Mais est-ce que Dieu a donné juste pour nous? Non, il a donné pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, comme il a donné à nos parents, aux parents de nos parents. Vous savez tous qu'aujourd'hui, le rhinocéros a disparu ici, parce que tout le monde a dit « ça ne finira jamais ». Eh bien, c'est fini. C'est fini, comme beaucoup d'autres espèces, les autruches ont fini ici. Il y a le lamantin qui avait ici, qui a disparu. Il y avait la grande tortue géante qui a disparu. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Et si on continue, d'autres disparaîtront encore. Beaucoup de gens pensent que tous les dégâts qu'ils font en brousse, c'est pas grave parce que c'est la Denasara. C'est la brousse du blanc. Non, c'est pas la brousse du blanc, c'est votre brousse. Et si vous gâtez votre brousse, si vous gâtez vos animaux, c'est pas moi qui aurai un problème avec ça, c'est vous qui aurez un problème avec ça, c'est vos enfants qui auront un problème avec ça. Donc, on parle tous la même chose. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire comprendre ça aux gens des villages. Paul et Alexandre partagent la même passion pour le monde sauvage. Chacun, à sa façon, combat pour que la faune soit préservée et protégée. Tu les vois? Malgré leurs différences de culture et d'origine, leurs chemins se croisent ici, sur le territoire des lions. Un mâle et une femelle sont au rendez-vous ce soir. Sans l'aide de cet appôt pour repérer les lions dominants, il serait difficile de les recenser sur la zone du parc. Retour au village de Sinassi. Celui-ci se trouve à l'ouest du parc. Agriculture, élevage ou pêche, ici la population dépend étroitement de la nature. Les chants traditionnels rythment et animent la vie quotidienne.
Alexandre est occupé ce matin à refaire la palissade de sa maison avec des herbes sèches. Marié à Madeleine depuis 2 ans, ils ont ensemble un fils de 18 mois, Marcel. Madeleine travaille au champ pour assurer la production d'arachides. Le reste du temps, elle se charge de l'éducation du petit. On est obligé toujours de toucher à la nature. D'autant plus que d'abord, notre activité, c'est l'agriculture et l'élevage. Alors, qui dit agriculture, on est obligé de blesser la nature. En quoi faisant? D'abord, pour trouver un champ, on est obligé d'aller défricher la brousse, défricher la nature, couper les arbres. Déjà, c'est déjà un crime, quoi. Depuis que je suis revenu, tu n'as même pas donné de bouillie à l'enfant. Regarde comme il boit avec appétit. Je lui ai acheté des vitamines et depuis, il a beaucoup d'appétit. Le braconnage, pour moi, c'est un grand combat. Donc, les gens comprennent très mal pourquoi on les défend d'aller tuer les animaux. D'autant plus qu'ils se disent que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu a fait ça pour nous. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal l'animal que je vois, que je me donne pour qu'il soit à l'aise aujourd'hui. Me retrouvant au village, je vois les gens manipuler ça. Ils se font du commerce avec. Au moins, si c'était peut-être abattu pour la consommation, ça pouvait, on pouvait mieux comprendre ça. Mais ils se sont donnés dans le commerce. Et c'est un grand réseau. Donc quand je voyage, par exemple, j'y vais sur Garoua. Au retour dans la voiture, les gens discutent. Ils disent que non, tiens, à Sinassi, il y a la viande de brousse, c'est moins cher. Ça me pique. Ça me pique. Vraiment, ça me met très mal à l'aise. Les aires protégées et les parcs nationaux au nord du Cameroun sont perçus comme le garde-manger naturel de la population. Arrivé au parc en 2006, le premier travail de Paul a été d'empêcher ces pratiques. Il rappelle constamment aux braconniers que le parc national est une zone interdite aux activités humaines, et ce dans l'intérêt de tous. L'équipe composée de gardes villageois, souvent d'anciens braconniers qui connaissent très bien la brousse, effectue régulièrement des patrouilles de surveillance anti-braconnage. C'est quoi, Jonas? C'est comment là? Ça a été tué comment? Bon, on va venir voir. Ne touche pas d'abord. Du bal et au câble là. Le câble. Voilà, donc ça a été câblé ici, attaché à l'arbre. Et puis ils l'ont achevé, Dieu sait comment, avec une arme ou une lance. Ils ont dépecé, ils ont tout emmené. Si on trouve, on va sûrement trouver une table de boucanage à côté. Là, voilà, ça va chercher loin. Voilà. Donc ici, ils ont séché la viande avant de l'emmener. Notre objectif premier, c'est d'avoir de la présence de terrain. Dès qu'on lève le pied, ça se sait, ça se remarque sur le terrain. Les braconniers qui vont évoluer ne vont pas voir nos traces pendant quelques semaines. Ils vont se dire, tiens, c'est tranquille.
Et aussitôt, ils reprennent le dessus, ils s'aventurent de plus en plus loin, etc. Donc pour nous, le travail d'anti-braconnage, c'est le fonds de commerce du parc national. Tant qu'il y a de la surveillance, on progresse. Dès que la surveillance s'arrête, on régresse. Je demande, est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, on n'a rien vu. On a vu juste des traces de pieds. Quelques deux traces de pieds nus. Tout ce qui paye, c'est d'être vigilant, de surveiller, d'interdire l'accès, d'interdire tout prélèvement dans la brousse. À côté de ça, il y a un travail d'éducation et de sensibilisation qu'on essaie de mener, mais surtout essentiellement en direction des populations pour leur expliquer ce qu'on fait. Et en même temps, s'appuyer un peu sur ce travail d'éducation pour petit à petit obtenir des villages une participation à la gestion de la ressource. On n'attend pas de la population qu'elle arrête du jour au lendemain les pratiques délictueuses et illégales qu'elle a l'habitude de pratiquer dans le parc. Par contre, on attend qu'elle comprenne un peu mieux les raisons de nos actions. Vous avez rien de frais là? Parce que là, il y a des traces fraîches là, après la pluie là. Bon, on continue. Et soyez prudents là. Aujourd'hui, faute de garde en nombre suffisant, faute d'armement adéquat et de munitions, faute de pistes, les zones les plus éloignées du campement restent encore menacées. Un des constats qu'on a fait, au début, toute la viande de brousse était conditionnée en brousse. Elle était séchée, boucanée sur place, donc sur les petites clayettes qu'on a vues là. La viande est séchée, ça prend 1 jour et demi, 2 jours. Elle était conditionnée et transportée sèche à l'extérieur du parc. Aujourd'hui, ce genre de pratique a presque totalement disparu, en tout cas totalement disparu au milieu du parc, pour la simple raison que les mesures de surveillance ont porté leurs fruits, les braconniers se sentent en insécurité et ne peuvent plus se permettre de rester 3 jours sur un lieu pour braconner, boucaner, extraire la viande. Donc tout ça, c'est des succès qui s'appuient non seulement sur nous, mais aussi sur la perception qu'ont petit à petit les villages aux alentours du travail de braconnage. La prise de conscience, elle a beaucoup évolué. Moi, je suis là depuis presque 20 ans maintenant et je crois qu'en 20 ans, il y a les jeunes générations, il y a des discours qui sont tenus. Je crois qu'il y a 20 ans, c'était très difficile de trouver un Alexandre. Et aujourd'hui, des Alexandres, j'en ai rencontré quelques-uns quand même. Et donc, c'est sur eux que ça repose. Et bon, après, c'est pas gagné pour autant, mais si ces gens-là prennent leur sort en main et s'ils prennent le problème en main dans l'avenir et qu'il n'y a plus rien, ça ne servira à rien. Mais s'il y a encore quelque part quelques bulles de survivance de nature, ça sera pour l'intérêt de tous. Tous les 2 ou 3 ans, les jeunes garçons du village de Sinassi font l'objet d'un rituel bien particulier. Ils sont circoncis. Une pratique religieuse et culturelle. Elle est considérée à Sinassi comme un rite initiatique permettant à l'enfant de passer à l'âge adulte. À cette occasion, les enfants quittent leur famille et partent en brousse durant plusieurs semaines. Le temps d'apprendre auprès des grands frères à se débrouiller seuls. Aujourd'hui, ils regagnent le cocon familial, sous la bénédiction du Djaouro, le chef du village. Les enfants, vous êtes revenus de la brousse, vous êtes devenus des hommes. Je vous asperge d'eau pour que vous deveniez des vrais hommes. Voici de l'eau. Rien ne pourra vous faire du mal. Je vous bénis, allez en paix, débrouillez-vous. Ces enfants devront désormais se prendre en charge.
Petit à petit, ils s'écarteront de l'habitation familiale pour un jour construire leur propre case. Mais cette nouvelle vie s'accompagnera-t-elle d'une nouvelle façon de penser le monde? En matière d'environnement, auront-ils les mêmes comportements que les anciens du village, eux qui, il n'y a pas si longtemps, se méfiaient des idées soutenues par Alexandre? Au départ, j'ai été pour eux comme l'ennemi. L'ennemi parce que je suis en train de les faire comprendre la valeur du parc. Et au départ, ils ne comprenaient pas, ils me prenaient pour un méchant. Mais déjà, avec le temps, ils ont su, ils ont compris et aujourd'hui, ils savent que je suis là pour leur intérêt. On a une très grande richesse cachée ici, que beaucoup plus de personnes ignorent ça, que nous, par ignorance, on est en train de détruire cette faune. Donc il est l'heure pour nous de comprendre que vraiment c'est à notre profit. Il faut la prévenir pour notre génération future. La végétation qu'il y a dans le parc nous apporte la pluie et nous sommes à côté du parc. Si on laisse détruire tout jusqu'à piller le parc, on va souffrir comme dans l'extrême nord aujourd'hui. Il n'y a plus rien, ils ont des problèmes de pluie. Il faut qu'on gère ça avec modération. Il faut qu'on change notre comportement, vivre autrement sans détruire notre environnement. C'est ça le gros problème. Les animaux du parc de Boubanjida souffrent. La saison sèche qui s'étend de décembre à mars est très chaude. 40-45 degrés à l'ombre. Les points d'eau et l'herbe se raréfient. Chaque matin, les antilopes font leur réserve d'eau. Redonka, hippotrague, cobe de buffon, tous sont au rendez-vous. Prudemment, ils s'approchent des points d'eau, inquiets du moindre mouvement, car les prédateurs sont parfois embusqués. Le bétail souffre lui aussi. Il appartient à des peuls, les Bororo. Ces bergers ont des habitudes bien ancrées dans les traditions. Ils font paître leurs troupeaux depuis toujours aux abords des cours d'eau saisonniers, les maillots. Or, les meilleurs pâturages sont aujourd'hui sur le territoire du parc. D'où certains problèmes. Concurrence avec la faune sauvage, propagation de maladies bovines et dégradation du milieu naturel. Et quand l'herbe vient à manquer, tout est bon pour nourrir les bêtes, même l'élagage des arbres. Sali Bello est le Hardo, le représentant des nomades. Même s'il connaît l'interdiction de pénétrer sur la zone du parc national, il la comprend difficilement. Quand on voit cette nourriture, on ne peut pas résister. Quand on nous dit que c'est un parc national et que c'est interdit, on trouve ça injuste. Qu'on nous interdise d'aller faire paître les bœufs là où il y a la nourriture, c'est méchant. Pour les nomades, comme pour de nombreux villageois, la nature est un don de Dieu. Un vivier où puiser sans limite, ni frontières. Mais ce n'est pas de la vie de Paul Bourg. Il se rend aujourd'hui à Rebouba, une petite ville à 2 heures de piste de Boubanjida.
Il souhaite y rencontrer son ami le Lamido, qui rentre tout juste de voyage. Il doit lui rendre compte de la situation des bergers nomades qui pénètrent régulièrement dans le parc. Le Lamido Aboubakari Abdoulaye est un sultan qui exerce un pouvoir traditionnel. Il règne sur le Lamida de Rebouba. Au début du 19e siècle, son aïeul a d'ailleurs donné son nom, Bouba Njida, au parc, dont le territoire était son domaine de chasse. Il est parmi les derniers grands chefs traditionnels du Cameroun. Soko, Midjabi. Oui, Koridjam. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, et toi, te bien retrouver, revenu? mon cher ami, très bien. Ça fait longtemps. Vous tenez bien le territoire? J'arrive, je suis accueilli par un phénomène assez triste. C'est que l'ensemble des pâturages des provinces se ruent sur le Mayoré. De Maroua jusqu'à... Oui. J'allais t'en parler. Mais là, c'est très inquiétant. Il est temps qu'il pleuve partout. On est revenu 4 ans en arrière. On a les traces d'émondage, là, de traces de partout, jusqu'à 3 km du campement, 3-4 km Il se trouve qu'au nord du Mayoré, il n'y a pas une seule goutte, il n'y a pas régénération de la faune et on enregistre beaucoup de pertes en bovins. Ah ouais. Donc ils sont tenus par la guerre, c'est une question de vie ou de mort. Donc on en a quand même arrêté plusieurs, on leur a expliqué. Le problème venait aussi du fait qu'il y a eu des gens, des chefs de village, etc., qui leur ont dit non, allez-y, vous pouvez y aller, moyennant quelque chose. Et bon, a priori, ça s'est calmé. Ils sont partis pour de bon, c'est ça? Le Lamido a le devoir d'assurer le bien-être de sa population. Bien que dépositaire d'un pouvoir ancestral, il est un homme de son temps, conscient des enjeux du développement durable. Paul peut donc compter sur lui. Le Lamido l'aidera à résoudre ses problèmes avec les nomades, dont il a la confiance. Les Bororo, c'est essentiellement des nomades, des transhumants. Donc, les règles que nous mettons en place pour une période donnée et les sensibilisations que nous menons auprès des populations données ne sont pas forcément des règles qu'eux, ils ont assimilées. Parce que, étant toujours en mouvement, ils viennent des pays voisins, ils viennent des régions voisines et ils ne sont pas toujours au fait de ce qui a été dit et des accords qui ont été arrêtés entre les villageois riverains et nous. Ça, c'est d'un. Et de deux, c'est un peuple nomade. Et les nomades donnent priorité absolue à la vie de leurs vaches avant toute autre chose. Donc souvent, ils sont très bien conscients de la provocation et des lois qui sont en train d'enfreindre, mais ils ne supportent pas voir leur pâturage affamé. Cette vie ne nous dérange pas. Nous sommes nés dans cet environnement. On a l'habitude. Les difficultés ne durent jamais et finissent par passer. Non, ça ne nous dérange pas, cette vie. Je sais là où c'est interdit. On m'a dit où je ne dois pas aller, mais parmi nous, il y en a qui vont dans le parc. Ils se font arrêter. J'en entends parler. Moi, je n'y suis jamais allé. J'essaie d'éviter. Notre vie est entre les mains de Dieu. Moi, je me défends avec ce que j'ai autour de moi. Ici, on m'a dit que c'était autorisé pour moi de m'établir. Moi, je me donne à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Manu Anadou est un peul vivant en brousse. Ce sont ses ébus qui lui confèrent son prestige social. Pour lui, comme pour l'ensemble des peuls, ils sont sacrés.
Transmis par héritage, ces troupeaux, véritable richesse, nécessitent sans arrêt des pâturages pour les engraisser. Ils seront vendus, ce qui permettra d'acheter des produits de première nécessité. À la saison sèche, comme Manou, des milliers de bergers nomades choisissent de délaisser les zones arides pour migrer vers des terres plus accueillantes. Le parc de Boubanjida croisera toujours le chemin de ces grands transhumants, venus du Niger, du Tchad et de la République centrafricaine. Les guêpiers écarlates sont aussi des nomades. Leur migration passe par le parc, le temps pour ces oiseaux d'assurer leur reproduction. L'environnement préservé leur procure une grande variété d'insectes, essentiels à leur alimentation. Postés à l'entrée de leur refuge, les jeunes guêpiers attendent avec impatience papillons, criquets et libellules que les parents chassent en vol. Autant de nourriture qui permettra aux oisillons de repartir prochainement vers d'autres latitudes. Il faudrait que tout le monde puisse quand même donner sa participation pour préserver ce que nous on a, pour préserver notre patrimoine, pour préserver cette richesse. Ailleurs, les gens souffrent déjà, ils disent que tout est parti, donc maintenant il nous revient vraiment à l'heure où nous on sait qu'ailleurs ça existait et que ça a disparu. Maintenant c'est comme on a cette priorité, donc vraiment c'est les grandes batailles qu'il va falloir faire maintenant. Une véritable course à la terre a démarré avec d'immenses défrichements. Ici, la population a doublé en 20 ans, et avec elle, les besoins en nourriture. Ces pratiques agricoles ancestrales sont devenues inappropriées, et la surexploitation des sols menace à moyen terme l'environnement, parce qu'elle contribue à la désertification. Nous sommes cette fois-ci au Tchad, à la frontière avec le Cameroun et le parc de Boubanjida. La majorité du Tchad est un immense désert. Mais là où il y a encore de la faune et de la végétation, comme ici dans les environs du village de Dari, les populations ont pris conscience qu'il fallait les préserver. Actuellement, un layon de 90 km de long est en chantier. Il marquera la limite d'un futur parc naturel tchadien, le parc Sénaoura. Plusieurs équipes de villageois se sont mobilisées et travaillent avec enthousiasme. Pour eux, cette ligne de démarcation concrétise enfin ce nouveau projet. La première idée, c'était d'élaborer au niveau local des conventions de gestion, afin de canaliser un petit peu la dégradation pour permettre une gestion rationnelle. Mais compte tenu de l'envahissement des sources, des personnes qui viennent de très loin et qui ne veulent même pas reconnaître notre convention, et nous avons dû donc souhaiter
aller à une statut qui nous permettra de sauvegarder, disons, avoir une possibilité de disponibilité des ressources compétentes pour sauvegarder. Donc c'est là l'idée qu'on a émise pour aller au parc. L'histoire a commencé voilà bientôt 10 ans. Après s'être rendu de nombreuses fois au parc de Boubanjida, Paul Tao, le représentant local et des jeunes du village de Dari, se sont mis en tête de se battre pour la création de leur propre parc. L'association de Senaoura et de Boubanjida deviendra un complexe binational sans précédent en Afrique centrale. Un double parc qui permettra d'étendre la surface protégée et les moyens d'action nécessaires à la sauvegarde de la faune. L'officialisation de ce projet auprès du gouvernement tchadien est un travail de longue haleine. Mais un plan d'aménagement du parc a d'ores et déjà été établi. En attendant, le conservateur et l'équipe de Boubanjida accueillent régulièrement Paul Tao. Ensemble, ils organisent leur future collaboration. Ici, dans le parc de Boubanjida, l'équipe croit en ce projet. Elle a déjà créé des pistes qui vont vers le pays voisin pour faciliter les échanges au nord avec les Tchadiens. Je vois ça, tout plein partout là. Du bâche. Hippotraque de l'autre côté là. Tu vois? Là-bas c'est mal aussi là. Paul Tao, lui, est inquiet. De l'autre côté de la frontière, beaucoup de zones restent impénétrables, ce qui favorise le braconnage. Conscient qu'il faudra absolument faciliter la circulation des équipes de surveillance, Paul Tao souhaiterait créer lui aussi des pistes. Ouais, bon, en tout cas, le discours, il est clair, hein, c'est que impérativement, toute l'activité se concentre naturellement sur l'eau. Les animaux, ils sont près de l'eau, la végétation, elle est plus abondante près de l'eau. La vision, pour faire de la vision, il faut donc que tu sois près de l'eau. Et le braconnage aussi, lui, il va se concentrer sur les secteurs d'eau. Allez, on continue. Okay. C'est ça, il y a de l'eau partout, on n'a pas l'air quand on est en brousse, mais il y a beaucoup de petits cours d'eau avec plein de mares résiduelles. Et c'est ce qui fait la richesse de la faune, quoi, parce qu'ils trouvent à boire et à manger partout. Oh, t'as vu le nombre qu'il y a? Il y en a plein. Il y a 3-4 ans ici, il n'y avait rien. Il y avait les bœufs, c'était l'abreuvoir des bœufs. Les bœufs étaient là chaque jour, les braconniers. Hein, et la piste, je l'ai faite par rapport à ça. Parce que d'abord, c'est certainement bon pour la faune. Et puis, pour empêcher les gens de revenir. Ben maintenant, il n'y a plus personne qui vient. Les animaux sont là en désordre. Et ça, c'est quand même une victoire. Comme quoi on peut gagner. Et ça, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Tout à fait. Tout à fait. C'est là aussi ça nous donne l'espoir. Ça nous donne l'espoir par rapport à la durée. Quand on met des paquets. Ce qui s'est produit à Senaoura, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est l'émanation de la volonté de la base. Ce n'est pas une décision ministérielle qui est venue tomber et éjecter les populations en disant dorénavant ici ça sera un parc national. C'est une démarche de longue haleine qui a été initiée plus ou moins par Paul. On connaît le Tchad, on sait que le Tchad c'est des immensités de désert pour l'essentiel. Et ces gens-là ont peut-être mieux perçu que d'autres, du fait de la pauvreté du pays en matière de biotopes, ils ont peut-être mieux perçu que d'autres la richesse dont ils étaient les garants. Et ils ont vu toutes les menaces, ils ont vu toutes les populations qui venaient puiser dans leur patrimoine. Et c'est aussi ça ce qui est à l'origine de leur volonté de préserver.
Les gens ont accepté d'abandonner les droits d'usage dans la zone du parc en disant non, si nous on continue à y aller pour prélever du bois, pour prélever Dieu sait quelle cueillette, on n'arrivera pas à convaincre les autres de ne pas y aller. Donc tout ça c'est quand même assez porteur. Après, il ne faut pas être utopiste, ça ne va pas se faire tout seul, ça sera un combat de longue haleine. La reconquête de l'espace naturel, parvenir à des densités de faune comme il y en a ici, ça va prendre très longtemps. La volonté pour le moment est là et ce qui est super c'est que ça émane des populations. C'est vraiment une volonté qui est née des populations. Alors, bien sûr on ne peut certainement pas généraliser, mais il y a un vrai engouement de la part de beaucoup de gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose, quoi. Le parc a tout à gagner de cette collaboration avec le Tchad. La faune également. Une harde de jeunes mâles Cob de Fassa profite des derniers brins d'herbe au fond de cette rivière asséchée. Frugal repas peut-être pour ces antilopes, mais qui permettra de les aider à passer le cap difficile de la saison sèche. Les contraintes et les interdits liés au parc national de Boubanjida en font un voisin souvent gênant pour les villageois. Alors comment faire pour que ceux-ci ne finissent pas par regretter sa présence? En leur accordant peut-être des contreparties. Ainsi, aujourd'hui, sur un maillot à l'est du parc, une pêche exceptionnelle est accordée par les autorités. Car la protection de l'environnement ne peut exister si la population est affamée et si elle manque d'emploi ou de moyens de production. La pêche traditionnelle se perpétue depuis mon grand-père, mon père et maintenant jusqu'à moi. C'est une tradition qui existait déjà avant le parc. Les gens doivent pouvoir continuer cette pêche traditionnelle pour protéger le village et pour appeler la pluie. Pour Ahmad Jabou, comme pour les villageois, cette pêche est avant tout rituelle. Elle permet d'écarter les mauvais esprits, de les protéger contre les maladies et d'appeler la pluie pour une meilleure récolte. Ce qui n'exclut pas le rôle important qu'elle joue en matière d'alimentation. Il reste beaucoup à faire ici. En effet, il ne suffira pas de surveiller les parcs. Il faudra que les populations continuent d'adhérer et trouvent encore des solutions de substitution. Il faut expliquer, convaincre et appuyer les initiatives, comme par exemple la création d'élevages de porcs, dont la chair s'est déjà substituée à la viande de brousse, et continuer à soutenir financièrement l'utilisation de nouvelles semences plus productives. L'ensemble de ces aides auprès des populations est une façon d'accoler au parc Boubanjida et Sénaoura une image positive. La plupart des maillots sont asséchés. Les éléphants, toujours en quête de nourriture et d'eau, creusent le sable et parviennent encore à s'abreuver. Puisée par infiltration dans ces trous, l'eau est d'une grande pureté et dénuée de sangsues et de parasites en tout genre.
Les éléphants ont besoin eux aussi de trouver des astuces pour assurer leur survie. Le parc national de Boubanjida leur offre la sécurité. Eux nous donnent le spectacle d'une faune sauvage. La protection de la biodiversité, de l'environnement, n'est pas que le problème des villages riverains du parc national. Partout où la nature en a besoin, on a le devoir d'imposer sa protection. Les populations d'Afrique, qui dépendent des ressources naturelles et vivent au rythme des saisons, comme les villageois de Sinassi, doivent le comprendre. La nature est omniprésente dans leur quotidien, de la construction à l'alimentation, et elle doit le rester. Alexandre est confiant dans l'avenir de son village, même s'il attend pour avoir un autre enfant, car il souhaite lui assurer un avenir certain. Si on me laissait faire, si on pouvait me donner la possibilité de faire, moi j'aurais bien voulu que ce village aujourd'hui, au bout de 2 ou 3 ans, puisse comprendre, se stabiliser et vraiment avoir un très grand respect envers la nature. C'est ça mon souhait, mais c'est difficile. Bon, s'il y a 2 ou 3 personnes comme moi qui se tiennent à moi et puis on se partage ces idées, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose, mais vraiment c'est pas du tout facile, c'est un peu difficile. Bon, on essaie de faire tant qu'on est en vie encore. En bon père, Alexandre porte beaucoup d'espoir sur son fils Marcel. Il fera de grandes études pour ensuite être un haut cadre et ainsi défendre la nature, espère-t-il. Fin avril, l'harmattan se lève. Cette brume sèche s'étend sur la brousse comme pour la protéger d'un voile opaque. Avec les premières pluies, la nature reprend des forces. Les maillots, jusqu'à présent à sec, se remplissent comme par magie. L'eau porte avec elle la vie. En quelques jours seulement, le paysage va se transformer. Partout dans le monde,
et peut-être plus encore ici, en Afrique, la nature reste intimement liée à l'homme. La population, consciente de son patrimoine, tente de protéger, de gérer ses ressources naturelles. Une lutte permanente contre son héritage culturel, pour transformer ses pratiques ancestrales. Un combat difficile qui, jour après jour, pourra certainement assurer la sauvegarde de ce coin d'Afrique. Boris,